Aujourd'hui, on va parler du guide pour la sylviculture du Thuya occidental. Donc, c'est un guide qui est gratuit. Je vais vous écrire en dessous, puis je vais vous mettre le lien où je l'ai trouvé. Je pense que c'est sur maforêtprivée.ca, mais bref, je vais vous mettre le lien. Donc, on va pas tout le passer en revue. En fait, c'est spécialisé pour la sylviculture du Thuya. Donc, ce qu'on a au début, c'est évidemment un historique. C'est un guide qui fait 70 pages, puis on va avoir une bibliographie là, assez riche à la fin. Donc, tout d'abord, on a le résumé. Le Thuya occidental constitue une naissance mineure, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pas en très grande quantité dans nos forêts. C'est d'ailleurs un peu une problématique, puisqu'en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une diminution d'un point de vue historique du Thuya occidental. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a une croissance lente. C'est un arbre aussi qui est préféré des chevreuils, donc du cerf. Autrement dit, pour les jeunes pousses, entre du Thuya occidental, de l'épinette, du peuplier faux-tremble, du sapin, etc., c'est toujours le Thuya occidental qui est brouté en premier. Donc, il y a évidemment, lors des ravages en hiver, ça contribue en fait à sa décrépitude, si on veut. C'est un arbre à croissance lente, on l'a dit, puis ça pousse. En fait, c'est comme c'est un arbre à croissance lente, c'est pas un arbre qui est favorisé par toute la sylviculture, par tous les bûcherons. Bref, c'est pas quelque chose qui est recherché parce que, évidemment, dans un contexte humain, donc sur une durée de vie, ça apporte pas beaucoup d'argent, tout simplement. Facile à dire, facile à comprendre. Donc, une culture de sapin rapporte beaucoup plus d'argent qu'une culture de thuya. Pour la même superficie, pour la durée, bref, ce que l'humain veut, c'est des revenus rapides. Et donc, le thuya occidental, il mange une claque par rapport à ça. On apprend aussi qu'il fait partie des essences qui ont une importance économique. Évidemment, là, je viens de dire un peu le contraire, si on veut, mais ça a une importance économique, mais qui est la moins étudiée en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que son importance économique est différente des autres. On l'utilise par exemple pour faire du paillis, pour faire diverses choses, mais comme c'est pas une essence en importance, évidemment, ça amène une économie, un facteur économique moins élevé, et donc au final, il y a moins de recherche là-dessus, et c'est une roue qui tourne, hein? Ce qui rapporte beaucoup d'argent et beaucoup plus étudié. C'est aussi pour certaines raisons qu'il y a plein d'insectes qu'on ne connaît pas, ou qu'il y a très peu d'études là-dessus. Pourquoi? Parce que il faudrait que ces insectes-là aient un impact économique sur notre vie, en fait, comme le dorifort, par exemple. Lui, il a été étudié en masse. Pourquoi? Parce qu'il cause des pertes aux cultures de pommes de terre, donc, mais tandis qu'un autre insecte, je sais pas lequel, mais tu sais, tous les autres insectes qui, eux, n'ont pas nécessairement d'impact au niveau de l'agriculture, au niveau d'un certain point de vue économique, ils sont automatiquement délaissés par la science. Oh yeah! C'était une petite aparté. Souvent, ce qui est problématique c'est avec le thuya, c'est qu'il est coupé, mais il n'est pas remplacé de par justement sa faible croissance et donc son faible potentiel économique. Ça fait en sorte qu'il y a une diminution, évidemment, de cette essence-là au niveau des forêts du Québec, dans l'ensemble du Québec. J'ai adoré vraiment ce petit document-là, là, c'est super parce que ça nous montre, c'est le Thuya, puis on a à peu près tout. Ça se lit bien, puis c'est gratuit. Là, par exemple, là, je tombe sur les propriétés pharmacologiques, donc beaucoup de propriétés évidemment immunostimulantes et antivirales. On sait entre autres que les Autochtones, on a aussi ce petit chapitre là, petit, mais sur les valeurs autochtones que les Autochtones apportaient à cette essence-là. Et évidemment, on a Jacques Cartier, premier Européen. Il a traité son équipage du scorbut avec justement les recommandations des Autochtones, donc des infusions, des décoctions d'écorce de thuya occidental. Donc, c'est pas juste au niveau de la sylvoculture, mais on a vraiment un portrait d'ensemble, je dirais, pour le thuya. On va avoir aussi un petit chapitre sur l'habitat pour les espèces animales, donc quel type d'espèce va se loger à l'intérieur, quel type d'espèce va plus interagir avec ce type d'arbre-là. On va nous parler aussi des perturbations des agents nuisibles. Donc, on a la carie
la carie brune alvéolaire du pied. Donc celle-là, on peut la voir là, dans la vidéo que j'ai fait sur abattage et treuil. C'était un tuya justement et il avait ce type de carie-là. Donc j'ai décidé de le couper évidemment, puis pour refaire aussi, puisqu'il était mort ou pratiquement mort, et pour libérer l'espace pour faire pousser les autres arbres. Qui étaient 2 sapins baumiers, justement, il n'a pas été remplacé. On a pas des graphiques, là, mais en fait, surtout, c'est-à-dire une comparaison de la tolérance, par exemple, à l'ombre et la reproduction, la génération de la croissance pour 10 essences compagnes. Donc, on va nous comparer le tuya occidental, sa tolérance à l'ombre, en fait, face aux sapins baumiers, l'épinette noire, l'épinette rouge, pruche, érable, etc. On va aussi mettre en valeur donc la méthode de reproduction qui est privilégiée et le lit de germination qui est privilégié. Par exemple, pour le tuya occidental, on parle surtout de bois en décomposition. On voit souvent du tuya qui pousse sur des vieilles souches mortes, sur du bois décomposé. Donc, c'est ce qu'on apprend aussi à la suite de la lecture, mais on s'en rend compte aussi lorsqu'on fait des promenades en forêt. Ça va être également axé donc en comparatif avec la croissance, donc avec les mêmes essences qu'on a vues. La croissance face au couvert forestier, ainsi que la sensibilité face à la végétation qui est concurrente. Ce qui est aussi intéressant, on va le comparer en fait avec la maturité des arbres, autrement dit leur longévité. Le tuya occidental, c'est notre arbre en fait au Québec qui a la plus longue longévité. On parle d'environ plus de 400 ans. Et c'est en Abitibi, il me semble, sur une île où il y a un tuya occidental qui est notre arbre le plus vieux et je pense qu'il a 940 quelques années. Donc, il a été épargné par tout ce qui est feu de forêt puisqu'il est sur une île. C'est l'arbre le plus vieux qu'on a au Québec. Mais sinon, il est suivi en fait avec l'érable à sucre de 300 à 350 ans. Mais bref, c'est un arbre qui est vraiment... Moi, c'est un arbre que j'adore en forêt. Je trouve qu'il est magnifique. C'est pour ça aussi que j'ai lu là-dessus parce que je considérais que je voulais... Ben, de toute façon, c'est gratuit. Ça coûte rien ici. Fait que je voulais augmenter mes connaissances là-dessus pour le voir différemment, pour comprendre plus dans le milieu dans lequel il interagit, qu'est-ce que je peux faire aussi pour le favoriser si j'en ai envie à certains endroits. On va nous faire la comparaison entre les semis, le marcottage, etc. Qu'est-ce qui est le plus prolifique selon l'espace. Ce point que j'ai apprécié, c'est ce petit graphique-là. En fait, c'est comment on appelle ça, un arbre décisionnel. Donc, pour vraiment l'aménagement, la sylviculture, donc on a tout simplement un arbre décisionnel, début, régime d'aménagement. Est-ce que c'est équienne ou est-ce que c'est inéquienne? Donc, égal, inégal, vous avez vu la définition déjà auparavant ou vous la rechercherez. Ensuite, est-ce qu'on a un nombre suffisant de goals, oui ou non? Bref, on va nous diriger en analysant notre lieu, vers nos encadrés, vers les encadrés qui sont appropriés à notre lieu. Puis, on va avoir des dispositions, des choses à faire, la façon dont on doit gérer en fonction de l'arbre décisionnel qui a été présenté. Donc, super intéressant, facile à comprendre, puis ça nous donne une piste là, tout de suite de ce qu'il faut faire si on veut le favoriser et selon le contexte qu'on a. Donc, ça fait le tour pas mal. Après ça, ben, on a une bibliographie, si on va aller plus loin. Et on va avoir d'autres données. Fait que ça fait le tour pour ce petit guide-là de sylviculture sur le tuya occidental. Bonne lecture.